Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment aider les enfants hospitalisés pour de longues durées à reprendre confiance? Comment leur donner de la fierté? Eh bien, par exemple, en leur faisant réaliser un très beau magazine. C'est ce que fait depuis 2003 la Plume de Swann. On va en parler avec Eva Kéméré, l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Magessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu aujourd'hui, évidemment, c'est Funeral Day, les obsèques d'Élisabeth II, reine d'un pays qui est omniprésent dans les programmes parce que la France aussi était omniprésente en Angleterre à une certaine époque. Et Emma va nous raconter tout cela. Elle va également nous emmener en Chine pour la récré, où les élèves sont surveillés via des stylos espions. Et puis enfin, on retrouvera Marie-Olivier et son cours particulier à la découverte d'une pédagogie particulière, celle des écoles de production. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. En près de 20 ans, plus de 1500 enfants se sont mués en journalistes en herbe et ils ont contribué à la revue puis au magazine en ligne La Plume de Swann. Leur particularité, ils l'ont fait alors qu'ils étaient hospitalisés, souvent pour combattre des maladies graves comme des cancers. On a la joie de recevoir aujourd'hui la coordinatrice de l'association Swann, également rédactrice en chef de la revue, Eva Kéméré. Eva, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec un cadeau en plus. Enfin, un cadeau. Petite surprise. Vous avez un cadeau, genre non, je ne vais pas vous l'offrir. Je le garde. C'était le numéro 1. Voilà, c'est le numéro je vais le montrer. Regardez. De La Plume de Swann. Voilà. Tout premier numéro. Je vais l'ouvrir parce qu'en fait, il y a un gros travail graphique dans ce magazine. Et si on n'ouvre pas, on ne comprend pas toute la subtilité aussi de cette une. Et ça correspond, vous ne l'avez pas apporté pour rien non plus, parce que Swann, c'était le prénom d'une petite fille hospitalisée qui, je crois, avait 6 ans à l'époque. Exactement, ouais. Swann, c'est la petite fille qui a inspiré l'association. Donc, elle a été hospitalisée pendant 6 mois à l'hôpital Trousseau. Pendant 6 mois, oui, c'est ça, 6 mois, alors qu'elle avait 6 ans pour une tumeur. Et en fait, c'est sa marraine, Françoise Montabric, qui allait lui rendre visite régulièrement et qui s'est rendu compte, évidemment, que les enfants hospitalisés pour des longues durées s'ennuient terriblement. Et même s'il y a évidemment des associations, des activités qui viennent, mais le temps est long et on est déconnecté de son quotidien, on est déconnecté de toutes ces activités. Et donc, elles ont eu l'idée ensemble de créer ce petit magazine parce qu'en fait, Françoise est toujours directrice d'une agence de presse, c'est ça? Exactement. Citizen Press. Exactement, c'est ça. Et donc voilà, elles ont conçu ensemble, puis avec tous les autres enfants qui étaient hospitalisés dans le même service que Swann à cette époque-là, ce tout premier numéro de La Plume de Swann. Tout premier, et là, on en est au numéro 47, c'est celui qui vient de sortir. Exactement. La maquette a bougé, mais au fond, les grands principes n'ont pas tellement évolué. Il y a toujours un gros effort graphiquement pour rendre la chose... c'est pas un fanzine fait sur un bout de table, quoi. Non, ça c'est sûr. On montre quelques pages. Et c'est le même directeur artistique qui a créé les 2 numéros, le premier et la nouvelle maquette presque 20 ans après, Alors très concrètement, comment ça marche? D'ailleurs, vous les faites ces séances à l'hôpital? Oui, bien sûr, Vous êtes tout le temps avec les enfants. Donc vous arrivez, comment vous les choisissez déjà? Alors, c'est pas nous qui les choisissons. En fait, moi, en tant que coordinatrice, déjà, j'arrive avec une équipe de journalistes bénévoles. Je suis pas toute seule, évidemment. Et en fait, on se met en lien avec les éducatrices de chaque service. Donc, c'est des éducatrices jeunes enfants qui les connaissent, qui suivent leur évolution. Et en fait, c'est elles qui nous disent, tu peux aller voir tel et tel enfant parce qu'aujourd'hui, il est plutôt en forme pour ça. Aujourd'hui, il a besoin d'échanger, de discuter. Donc, c'est elles qui nous orientent. Nous, on va pas frapper aux portes un peu par hasard parce que ce serait malvenu. Bien sûr. Et notre projet rentre dans un projet aussi un peu pédagogique et de suivi qui est mis en place par l'hôpital et par les services. Ce qui est génial, c'est que ça marche pour tous les âges, puisque là, je regarde une page qui s'appelle Au bout du monde, le coin des Globetrotters. Ça va de Ibad qui a 9 ans jusqu'à, si je ne me trompe, Soufiane qui en a 16. Donc, il n'y a pas de limite d'âge inférieure. Il faut savoir écrire, ou dessiner. Voilà, nous en fait on s'adapte aussi en fonction des enfants, mais généralement ça commence à partir de 5-6 ans jusqu'à 18, même 20 ans. Il y a des jeunes un petit peu plus grands qui sont encore dans ce type de service-là. D'abord un magazine très visuel, on l'a vu, et puis à partir de 2018, ce qu'on appelle un webzine, un magazine sur Internet. Vous vous êtes rendu compte qu'Internet existait? C'est ça, il fallait s'y mettre un petit peu. C'est ça. En fait, l'idée, c'était de s'adapter aux usages digitaux des enfants, des ados. Enfin, on ne pouvait ne pas passer par Internet. Et en fait, l'intérêt aussi, c'était que, étant donné que le magazine, c'est une publication un peu rare, on en sort 3 fois par an, il faut du temps pour le produire. L'idée, c'était de trouver aussi quelque chose, un petit support. De plus rythmé, de plus valorisant, vite, quoi. Avoir, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, ils ont leur article qui sort. Donc on est sur 2 temporalités, mais
les deux sont très importantes. Magazine, je le précise, qui est en vente. Si vous avez envie, vous, d'aider la plume de Swann, c'est pas compliqué. Vous allez, alors si vous êtes notamment à Paris, je crois que c'est à la Fnac, on le trouve très facilement, mais pas seulement. Oui, alors en fait, ils ne sont pas en vente, ils sont distribués gratuitement. Distribués gratuitement même. Distributeur, donc génial. Il y a les grandes Fnac parisiennes. On a été élu prix coup de cœur de la Fnac en 2004 et depuis, ils nous soutiennent. Et on a 20 librairies partout en France qui vous distribuent. En revanche, voilà. Vous y allez, vous lisez, on peut faire des dons, j'imagine, c'est une assoce. C'est ça, donc on peut faire des dons et on peut aussi s'abonner. Donc là, voilà, c'est là qu'on paye. Voilà. Et c'est une façon de. Je savais qu'il y avait un moment où on pouvait vous soutenir. Avec plein de rubriques différentes, ce sont les vraies rubriques d'un magazine, faits divers, grand entretien, ça. Vous vous souvenez, vous, de votre première séance avec un enfant? Ouais, je me rappelle bien, ouais. Est-ce que c'était très différent? Vous étiez familière de ces enfants qui sont hospitalisés parce qu'ils ont des maladies graves, des maladies chroniques, des cancers? Non, pas du tout. Donc, j'étais pas familière de ça. Je connais un peu de loin, je connaissais un peu de loin le monde de l'hôpital parce que j'ai une sœur qui est infirmière, donc voilà, mais ça allait pas plus loin que ça. Non, c'était très impressionnant la première fois. Et puis j'étais accompagnée d'une bénévole à l'époque. Tutrice, pas quelqu'un qui. Oui, c'était ça qui était là pour me rôder, m'orienter. Puis j'ai rencontré une petite fille qui avait 5 ans, donc vraiment une toute petite qui était extraordinaire dans le service d'oncologie de l'hôpital Trousseau. Et voilà, on a fait des dessins, on a fait des bricolages, on a parlé de plein de choses. Et je me suis finalement laissée guider par la bénévole qui était avec moi et par cette petite fille. Et ouais, je m'en rappellerai toujours, ouais. Depuis 2003, vous l'avez dit, Swann accompagne les enfants hospitalisés en séjour longue durée dans la fabrication de ce magazine, La Plume de Swann. On va continuer à en parler, Eva, si vous voulez bien, après l'anti-sèche d'Emma. L'anti-sèche ou la façon dont l'actualité résonne à l'école ou dans les programmes. L'actualité, évidemment, aujourd'hui, ce sont les obsèques de la reine Elisabeth II qui auront lieu tout à l'heure à midi, heure française. Et c'est l'occasion pour nous de nous intéresser à son lien avec la France et notamment avec la Normandie. Et ça, on le croise dans les programmes. Absolument, Normandie, que la reine visite pour la première fois en 1967. Elle est alors reine depuis une quinzaine d'années. Et elle va là-bas pour visiter les haras. Elle est fan de cheval. Enfin, elle était. Bien sûr, elle était fan de cheval. Elle retournera d'ailleurs de nombreuses fois en Normandie. C'est la partie de France qu'elle a le plus visitée. Elle y a été notamment pour les anniversaires du débarquement. Alors, elle a les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans. Et d'ailleurs, les 70 ans, c'était sa dernière visite en France. C'était en 2014. Mais son lien avec la Normandie, voire son amour de la Normandie, il va au-delà de l'amour des chevaux ou des visites officielles pour des commémorations. Absolument. Parce qu'en fait, si on fait un gros raccourci, elle est descendante des Normands. D'ailleurs, elle était duc de Normandie. Et je dis bien duc et pas duchesse, parce qu'on considère que le monarque est au-dessus de tout. Et le duc, à l'époque, l'emportait bien sûr sur la duchesse. Donc elle était duc de Normandie. Alors pourquoi elle était duc de Normandie? Eh bien parce qu'il fut un temps où l'Angleterre fut française. Et c'est pas un hasard si Élisabeth II, lors de son premier voyage en Normandie, va se recueillir sur la tombe d'un certain Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, lui-même duc de Normandie, puis roi d'Angleterre. Et là, on remonte à 1066. On va parler de la bataille d'Hastings, non, ou des choses de ce genre. On va tout à fait parler de ça. Je connais 2 dates. Je connais 1515 Marignan et je connais Hastings 1066. Eh ben bravo. Donc Guillaume le Conquérant, voilà, duc de Normandie et roi d'Angleterre, parce qu'en fait, il est né le duc de Normandie, mais il a conquis l'Angleterre, il est devenu roi. Je vous raconte vite fait. Oui, parce qu'à part vous avoir dit ce que j'ai dit, j'en sais rien. En fait, il pensait que la couronne d'Angleterre lui était promise par le roi Édouard le Confesseur, sauf qu'à la mort d'Édouard le Confesseur, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et il a dû aller jusqu'en Angleterre pour pouvoir devenir roi. C'est la fameuse bataille, voilà, vous l'avez dit, de Hastings en 1066. Il gagnera et il sera couronné à l'abbaye de Westminster. Et un Normand à la tête de la couronne d'Angleterre, avec la couronne d'Angleterre sur la tête, ça change pas mal de choses à l'époque. C'est un tournant énorme, c'est un changement de culture, de manière de cultiver la terre, de payer les impôts, et puis surtout, c'est un changement de langue, puisque le français s'impose peu à peu parmi les élites. C'est même plus précis que ça, on va parler l'anglo-normand, un mélange d'anglais et de normand. On estime d'ailleurs que cette langue a fourni 25% de son vocabulaire à l'actuel anglais. Par exemple, oui, le mot mug, par exemple. Ouais. Qui veut dire tasse en anglais, ça vient de la mogue en normand, ça voulait dire grande tasse. Excellent. Et on parle même l'anglo-normand au Parlement britannique, figurez-vous, lors de la promulgation de certaines lois. Regardez, je vous ai trouvé un petit extrait. Trade Act. La Reine le vote. Counterterrorism and Sentencing Act. La Reine le vote. Air Traffic Management and Unmanned Aircraft Act. La Reine le vote.
La reine le vote. Vous le faites très bien. La reine le veut. La reine le veut. C'est fou, non? En fait, c'est du français. En fait, c'est du français. Et en fait, quand un texte doit recevoir l'assentiment royal du monarque, une fois le document législatif signé par la reine, le secrétaire du Parlement a obligation de dire « la reine le veut ». La reine le veut. La reine le veut. Et ça, on le voit dans les programmes d'anglais au collège, parce qu'évidemment, toute cette histoire de Guillaume le Conquérant, ça a profondément marqué l'histoire de l'Angleterre et ça a été vraiment un tournant. Et alors, cette dynastie française, je le mets entre guillemets, c'était les Normands, elle dure combien de temps? Jusqu'à l'avènement des Tudors en 1485 en Angleterre, et donc jusqu'à cette date-là, la dynastie française contrôlera tout l'ouest de l'actuelle France ainsi que l'Angleterre. Elle voudra s'étendre d'ailleurs, car les rois d'Angleterre se revendiqueront rois de France, et c'est là que ça La guerre de 100 ans. Exactement, qui d'ailleurs, vous savez qu'elle a duré 116 ans. C'est Voilà. la petite info en plus. Ouais, je savais que c'était pas 100. Elle a 116 ans. Vous savez ça depuis longtemps. Depuis le CM1, j'ai retenu ça. On apprenait le Moyen-Âge en CM1 et je me souviens de cette date. C'était pas 100 ans, mais 116 ans. Et je trouvais que c'était une info sympa. Mais ouais, c'est une info sympa, la guerre de 100 ans qui dure pas 100 ans. Et puis moi, j'avais Hastings. Merci beaucoup pour cette anti-sèche et cette actualité qui résonne. On le voit dans les programmes scolaires. On reprend notre discussion avec Eva Kéméré à propos de la plume de Swann. La plume de Swann, qui est le journal, le magazine publié par l'association Swann, qui intervient dans des services qui accueillent des enfants atteints de maladies graves, qui nécessitent des hospitalisations régulières, souvent pour des longues durées d'ailleurs. Eva Kéméré, vous en êtes coordinatrice, vous êtes rédactrice en chef, ce faisant, de la plume de Swann. Je crois que vous intervenez à Paris, à Armand-Trousseau, à l'hôpital Necker. Il y a d'autres endroits? Non, c'est les principaux. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment vous construisez une séance d'écriture? Vous disiez la première fois que vous êtes arrivé, c'était une petite fille de 5 ans qui avait un cancer. Ça dure combien de temps? J'imagine que c'est organisé très différemment d'une séance d'écriture dans un milieu ordinaire ou avec des enfants valides. Et en fait, ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, de son tempérament. Ça va dépendre. Donc vous individualisez complètement. Ouais, complètement. Et en fait, donc, les séances se font au chevet des enfants, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'ils sont regroupés, qu'on est en groupe comme ça, mais en fait, généralement, excusez-moi, ils peuvent pas sortir de leur chambre parce qu'ils ont des déficiences immunitaires. Enfin bon, bref, donc c'est un bénévole journaliste professionnel au chevet d'un enfant, et ça va dépendre du thème sur lequel on travaille, ça va dépendre de l'avancement du magazine, parce que vraiment, ils font partie de la rédaction. Donc, si on est à la bourre sur une rubrique, on leur dit attends, faut qu'on avance là-dessus. Ah ouais, comme dans une vraie rédaction. Ah mais c'est ça, mince, allez, dépêche-toi, il y a bouclage bientôt. Ouais, c'est ça, il manque des illustrations. Hier, j'y étais, et puis c'était ça, c'était oulala, il manque une illustration pour le dico, est-ce que tu peux pas me faire ça? Voilà, et ça va dépendre de l'âge des enfants. En fait, d'une séance à l'autre, ça a à peu près pas grand-chose à voir, quoi. Est-ce qu'il y a des sujets dont eux vous parlent spontanément? Ouais, alors... quand on est sur le magazine papier, voilà, là c'est un thème qui est un peu imposé. Donc là on est en train de travailler sur le thème de la musique. Donc voilà, on va parler de la musique. Ils vont choisir de nous parler. Sur le numéro 47, c'était l'histoire. Là c'était l'histoire, donc c'était assez rigolo. On n'a pas eu la guerre de 100 ans. Vous auriez pu quand même, c'était pas mal. Ouais, on est passé un peu à côté. Et en fait, ils vont nous parler spontanément de sujets quand on va travailler sur le webzine dont on parlait tout à l'heure. Où là, c'est eux qui vont choisir la rubrique sur laquelle ils veulent bosser, et c'est eux qui vont pousser leur sujet. Donc là, ça va être très varié. Ils vont raconter une anecdote. Ils vont parler du dernier manga qu'ils ont lu, d'une passion qu'ils ont. Donc c'est vraiment eux qui sont maîtres de leur sujet là. Ah, il y avait une frise historique où ils ont choisi des super gens. C'est ça. Vrais ou, comment dire, des héros réels ou imaginaires. Il y a quand même, les Anglais y sont, mais c'est 1429. La victoire de Jeanne d'Arc sur les Anglais, qui est racontée par Laïla, 9 ans. Jeanne d'Arc, elle s'est habillée en garçon et s'est battue contre les Anglais pour sauver son pays, la France. Elle a gagné une première guerre, mais elle a perdu la deuxième. Laïla, 9 ans. Vous avez une plume possible, Eva, pour vous aider dans certaines chroniques. Hein. C'est vrai. C'est super. Vous avez des textes ou des dessins coup de cœur? Ouais, à chaque fois, il y a toujours, il y en a toujours, il y a toujours aussi toujours des rencontres, des trucs. Enfin, c'est souvent des choses, moi qui me font rire. Et puis voilà, les enfants. Et puis c'est ça qui est chouette dans ce magazine, c'est que c'est hyper spontané. Il n'y a pas de filtre. Et en fait, quand je rédige ensuite le mag avec tout ce qu'on a recueilli de ce que les enfants nous ont raconté, voilà, on essaie de rester toujours collé au plus près, au millimètre de leur façon de parler, de leur tournure de phrases, de même des petites erreurs de formulation qu'ils disent, parce que je trouve que c'est ça qui fait tout le sel de ce magazine-là, c'est cette spontanéité.
pas fait par les adultes, en fait. Et, C'est pas repackagé par les adultes. C'est ça, voilà. Et après, voilà, il y en a des plus marquants, il y en a qui sont touchants, parce que les enfants et les ados, bien sûr, se livrent aussi, parce qu'à force, on a une relation de confiance, et ils vont parler d'eux. Donc, on a un sujet, on a la musique, on a l'histoire, on a le style, mais en fait, derrière, on parle d'eux. Et donc, voilà, des fois, c'est touchant, des fois, c'est drôle. Et ce que je trouve chouette, c'est que quand on lit le magazine en entier, il y a une espèce de vérité qui sort de tout ça, donc de la bouche des enfants. On va lire une phrase, bon, ça va être un peu rigolo, une autre, ça va être touchant, une autre, ça va révéler quelque chose. Et en fait, dans son entièreté, je trouve qu'on fait le tour du sujet, et c'est chouette, quoi. Il y a aussi un côté fierté, j'imagine, quand ils ont entre les mains le journal. Vous n'êtes pas forcément avec eux, parce que comme le journal sort 4 fois par an, certains d'entre eux sont sortis. C'est ça. Il y en a qui le reçoivent à la maison, donc on reçoit des petits mails, des petits trucs qui nous remercient, où ils sont contents. Il y en a malheureusement qui sont encore en hospitalisation quand le magazine sort, donc on le leur donne directement, et puis on voit qu'ils sont contents, ils tournent les pages, ils cherchent où est-ce qu'il y a leur dessin, où est-ce qu'il y a leur petit... Est-ce qu'ils vérifient qu'il y a leur signature? Ah oui. C'est de journalistes alors. Et on n'a pas intérêt à se C'est quand même le premier réflexe du journaliste. Exactement. Donc on fait très gaffe à pas se tromper dans l'orthographe du prénom ou sur l'âge. Et ils sont fiers, et ça se voit tout de suite. Et quand on leur dit que le magazine, il est distribué dans 5 grandes Fnac parisiennes, des librairies, qu'il est lu en ligne, quand ils vont savoir que là, on parle de leur mag sur votre plateau, ils sont fiers, et ça se voit, ils ont des étoiles dans les yeux, et c'est énorme, c'est hyper important. Si vous regardez les enfants et les ados, je vais vous dire un truc, il est formidable. Ce magazine, ça fait très longtemps que je le connais et je le regarde à chaque fois qu'il sort. On va continuer à en parler. Alors, de tout ce dont les enfants sont privés quand ils sont à l'hôpital, il y a les joies de la récréation. On va vous en offrir une avec Emma. C'est maintenant. Vous savez que vous êtes regardé par des enfants qui ont envie de rire un peu, c'est la récré. Montrez les chaussettes. Oui, alors j'ai des chaussettes. Je suis très fière de mes chaussettes aujourd'hui. Voilà. Regardez, j'ai des chaussettes avec des cœurs. Chaussettes cœur quand même. Voilà. C'est sympa. Ça, c'est la récré. Bon, c'est le début de la récré. Vous n'aviez pas prévu ça. Pas du tout. Vous vouliez nous parler de stylo espion en Chine. Oui, c'est quoi encore votre histoire? Voilà, de choses un petit peu moins rigolotes que mes chaussettes. Mais alors regardez, j'ai appris ça dans mon quotidien. En Chine, en classe. Formidable quotidien, on va le dire. Et à la maison, les élèves sont espionnés par des stylos. Mais espionnés. Mais si, en fait, depuis cette rentrée, on distribue aux élèves un stylo, comme le vôtre, voilà. Mais sauf que le stylo qu'on distribue aux élèves en Chine, il est intelligent. Ah oui, non, c'est-à-dire, c'est aucun risque. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il est équipé d'une mini caméra qui filme ce que l'enfant écrit et qu'il transmet ensuite au prof. Alors, selon le ministère de l'Éducation chinois, c'est pour permettre à l'enseignant de voir si l'élève suit en cours, parce que tout ce qui est filmé est ensuite transmis par Bluetooth. Sur l'ordinateur du professeur. Par quoi? Voilà, par Bluetooth. Excellent. Voilà. Et ça permettrait... Vous êtes la seule à essayer de le dire aussi, on dit tous Bluetooth. Bluetooth. Voilà. Beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est transmis par Bluetooth sur l'ordinateur du prof, et ça permettrait aussi de voir l'évolution de l'élève. Un tout petit peu de la société de surveillance quand même. Voilà, c'est même totalement de la surveillance. Alors toujours dans mon quotidien, on a le témoignage d'une collégienne qui écrit « Je suis surveillée, j'ai perdu la joie des vacances d'été ». Mais c'est pas trop triste. Parce que c'était déjà mis en place en fait avant l'été dans certaines classes. D'accord. Et donc même l'été, elle était surveillée, obligée d'écrire. Alors ce qui fait peur, c'est bien sûr que les élèves chinois soient privés de leur liberté, mais pas que les élèves, parce que si on espionne leur productivité, on espionne aussi celle des profs. Le temps passé à corriger des copies, les termes employés pour étudier tel ou tel sujet. Donc tout est extrêmement bien pensé. Et c'est en Chine que ça se passe. Pourtant, la Chine n'en est pas à l'utilisation de son premier gadget pour tenter de surveiller les élèves. Mais non, par exemple... De surveillance faciale, non, c'est pas ça? Voilà, à l'entrée des écoles, il y a des appareils de reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des élèves. Il y a aussi des caméras de vidéosurveillance capables d'analyser les visages pour savoir si les élèves sont attentifs en cours. Quand même dingue. Et alors, encore plus dingue, la Chine a développé un casque qui permet d'enregistrer l'activité du cerveau des élèves. En tout cas, nous, on était super attentifs à votre... On lui fait la mine attentive. Vous savez, le truc de l'élève professionnel. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Je vous crois. Bravo. OK. Voilà. On a trompé les caméras chinoises. Bravo. Merci. Superbe chaussette, by the way. Merci. Sans Bluetooth. On reprend notre discussion, la plume de Swan avec Eva Kéméré. Il
convient d'accueillir des associations qui apportent leur concours à l'animation, à la distraction et à l'enseignement, d'équilibrer leur présence dans les services et entre les services et d'adapter leur présence. C'est une citation, je l'ai extraite d'un rapport de la Fédération hospitalière de France en 2019 qui faisait un tas de recommandations autour des enfants hospitalisés, notamment des hospitalisations de longue durée. Ça se passe comment avec, pour l'instant, vous êtes dans 2 hôpitaux. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas assez de journalistes volontaires pour vous aider à y aller. C'est parce que vous vous dites il faut que les choses soient bien faites et finalement, avec ces 2 hôpitaux, ça se passe bien, on reste là. Comment vous choisissez finalement les établissements hospitaliers ? Bon, il y a l'établissement d'origine, Ouais. Trousseau, forcément, ça bougera pas. Necker, en fait, on a été contacté par des éducatrices, il me semble, à l'époque. Moi, j'y travaillais pas encore. Mais D'accord, voilà, qui savaient qui avaient vu le journal et qui c'est venaient ça, de faire ça chez nous, Ouais, quoi. c'est ça. D'accord. Et en fait, bon, nous, là, on a une volonté quand même de rester une association à taille humaine. Si vous voulez, moi, en tant que coordinatrice, je suis quand même toujours à l'hôpital, auprès des enfants, auprès des bénévoles. Je pense qu'on a besoin de garder ce contact-là. Et donc, si on va dans d'autres hôpitaux, si on s'étend, on aura besoin d'autres coordinations, etc. Et en fait, moi, je me rends compte que on pourrait aller dans d'autres hôpitaux techniquement, mais en fait, ne serait-ce qu'à Necker et à Trousseau, on ne peut pas aller voir tous les enfants. Parce qu'il y a énormément de services, il y a énormément de besoins, énormément de demandes. Et voilà, moi, si j'ai un objectif de progression, ce serait de pouvoir déjà faire... Déjà voir tous les enfants là où vous êtes. Dans l'hôpital dans lequel on est déjà, ouais. L'édito du numéro 47 est signé Martin Veil. Martin Veil, on le connaît, c'est un journaliste, Oui. globe-trotteur, c'est le parrain de la sauce. Yes, ouais, c'est ça. Depuis 3 ans maintenant, donc c'est Martin qui représente l'association, donc il signe tous les éditos à chaque fois. Il s'est rendu aussi à l'hôpital, il a rencontré les enfants. Enfin, c'est un vrai modèle parce que c'est un journalisme qui est passionnant. Il travaille sur des sujets qui touchent aussi les enfants, qui comprennent. Et voilà, je trouve que c'est une personne qui est vraiment très bien pour représenter le journalisme auprès des enfants, en plus bien sûr de nos bénévoles qui les voient au quotidien. Ouais. Vous en profitez pour faire un peu de formation sur les fake news, sur ce qu'on appelle à l'école l'éducation aux médias et l'information. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors après, c'est pareil, on s'adapte avec un petit de 6 ans. Bon, ça va être un peu plus rudimentaire. Mais quand même, avec vous allez essayer de les faire réfléchir. Il y a toujours ça, il y a toujours cette démarche-là. On fait des recherches sur Internet, par exemple, avec les enfants, quand c'est eux qui choisissent leur sujet ou quand on va parler d'un artiste en particulier, on fait des recherches, on leur dit de faire attention à leurs sources. Et voilà, et puis on est toujours là à leur expliquer ce que c'est un média, on se retrouve à raconter qu'est-ce que c'est une rubrique. Enfin, on est obligé de faire un petit peu de pédagogie, un peu d'éducation, même si c'est pas un cours. On est quand même là pour se détendre, pour s'amuser, pour que ça reste un petit peu léger. Mais voilà, forcément, on en profite parce que c'est essentiel de leur transmettre aussi les valeurs de ce métier. Comment vous êtes arrivé, vous, dans cet univers-là ? Quand on vous google sur Internet, on voit que vous êtes passé par Street Press. Et on voit que vous avez fait des sujets notamment sur les sans-papiers à Montreuil, les femmes démunies mal soignées dans les beaux quartiers, d'ailleurs autour de chez School TV, puisqu'on a les beaux quartiers ici, on est à Neuilly. Une famille rome en errance, ce n'est pas des sujets qu'on choisit par hasard. Et travailler à l'hôpital avec des enfants qui sont très malades non plus. Ouais, écoutez, je sais pas, je dois avoir une... Oh, je sais pas, je dois avoir mon cœur en fait. En fait, je suis une fille sympa, quoi, ouais, au fond. Non, mais une sensibilité pour les sujets comme ça, pour les personnes qui ont besoin. Et en fait, je pense que les points communs entre tout ça, c'est entre ces sujets sur lesquels j'ai bossé aujourd'hui, les enfants hospitalisés, en fait, c'est des personnes qui se retrouvent à un moment donné isolées. Et je pense que voilà, c'est une sensibilité qui est liée à ça. Donc, ça a commencé un peu par la presse. Et en fait, c'est aussi la presse et cette sensibilité, je pense, vous organisez la rencontre, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous leur donnez une voix. Et voilà. Ouais. Super, merci beaucoup. Swan, la Swan, qui avait 6 ans au début de la plume de Swan, il y a 19 ans, elle en a 25 ? Yes, c'est ça, ouais. Elle va bien ? Eh super, elle va très bien. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Ouais. C'est toujours l'égérie de l'asso. On présente des fois des dossiers de demande de soutien ensemble. Enfin bon, voilà, elle fait toujours partie de l'aventure, ouais. Génial. Si on veut aider, on s'abonne. Ouais. Si on passe par une Fnac ou par une librairie partenaire, on le récupère. Souvent, il y a des jolis présentoirs qui présentent les derniers numéros. C'est ça. Et voilà. Et puis, je signale aussi, tant qu'on est là et qu'on est au mois de septembre, c'est Septembre en Or. Donc, c'est un mois qui est dédié à la recherche contre les cancers pédiatriques. Donc, on soutient la recherche. Et voilà. oui. Ouais, faut pas oublier. Fondamental. Bien évidemment. Vous restez avec nous. On va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier. Je sais pas ce qu'elle a mis comme chaussette. Au revoir, Emma. Au revoir. Elle est prévenue. Cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, aujourd'hui, vous allez nous parler des écoles de production.
Il y en a pas mal, c'est pas si connu que ça, c'est quoi? Alors, les écoles de production, c'est un mode de formation initiale, comme un centre de formation des apprentis, plus connu sous le nom de CFA, ou lycée professionnel. C'est une école technique privée à but non lucratif, reconnue par l'État et rattachée au rectorat. D'accord, alors donc c'est quoi la différence par rapport à un CFA justement? En fait, il existe une fédération nationale des écoles de production. La gouvernance de ces écoles est associative, donc ça c'est une particularité. Et le conseil d'administration est composé de personnes issues des domaines de l'éducation, de la formation, mais aussi de l'entreprise et des acteurs territoriaux. Et il y a aussi des fondamentaux auxquels ces écoles de production sont extrêmement attachées. Tout à fait. Alors la gouvernance associative en fait partie, mais les autres fondamentaux ont trait à la vocation des écoles de production et aux modalités pédagogiques. La vocation de ces écoles, d'abord, c'est la réussite professionnelle pour tous. Donc pour cela, tous les jeunes à partir de 15 ans qui sont motivés pour se former sont acceptés, quel que soit leur parcours. Et ils sont aussi accompagnés et poussés vers l'autonomie tout en apprenant un métier dans l'industrie, la restauration ou le bâtiment, par exemple. Accueillir tous ceux et toutes celles qui le souhaitent dans ces secteurs-là. Deuxième fondamental, vous le disiez, la pédagogie. C'est ça. Tout d'abord, elle repose vraiment sur le faire pour apprendre. Donc on part de la pratique pour aller vers la théorie, dans les matières aussi bien professionnelles que générales. Et ensuite, les produits et les services sont destinés à la vente dans des conditions réelles. Donc comme au restaurant Agapé à Angers, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui accueille des clients à l'heure du déjeuner comme dans n'importe quel restaurant. Et on insiste vraiment sur la production, puisque 60% du volume horaire total de la formation des jeunes se passe dans des conditions de travail. Et la pratique, comme la théorie, se déroule dans le même lieu. Donc une formation hyper impliquante, hyper professionnalisante. Il y en a combien des écoles de production? Il y en a 43 en France, dans des domaines vraiment variés, l'agriculture, l'industrie, la restauration, les métiers du bois, les métiers paysagers, le bâtiment ou l'automobile. Et il y a aussi une association française qui fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'IPSO, International Production School Organization, qui regroupe des écoles au Danemark, en Finlande, en Autriche ou en Suède. Vous nous parliez d'Agapé à Angers, ville que vous connaissez bien. Tout à fait. Alors je vais vous. On y va? Et on y va. Allez, on va déjeuner. On voyage toujours un peu avec Marie, il faut le savoir. Parfois c'est le Rwanda, l'Éthiopie, aujourd'hui c'est Angers. Agapé fait partie des 4 écoles de production dans la restauration en France. Et en fait, elle forme à la restauration collective et d'entreprise, la restauration traditionnelle et le service en salle. Donc les jeunes qui y sont préparent des CAP commercialisation et services en hôtel, café et restaurant et des CAP cuisine. Et là, quand ils font flamber les, je ne sais pas ce que c'était, des crêpes Suzette ou autre chose, c'est devant tout le monde. Ils travaillent en situation dans des restaurants ouverts au public. Oui, c'est ça. On peut aller déjeuner ensemble au restaurant Agapé à Angers. Les jeunes en formation, il y en a en cuisine et en salle. Ils sont à peu près 30 à 35 par année. Et ils sont accompagnés avant tout par des professionnels de la restauration, donc des chefs de rang, des chefs cuisiniers. Ils ont aussi 8 à 10 heures d'enseignement général avec des enseignants de l'éducation nationale. Enseignement général, peu importe le parcours scolaire des élèves avant, on a dit. Oui, c'est ça. Comme je vous le disais, on ne regarde absolument pas leurs études, leurs compétences ou leur parcours. Certains ont 15 ans, d'autres plus de 20 ans. Certains sortent de licence, d'autres n'ont pas fait d'études. Certains sont en situation de handicap, d'autres... Il y a des jeunes migrants aussi. Mais ça, je crois que c'est pas Agapé en particulier, non? Oui, c'est ça. En fait, en plus d'être une école de production, donc c'est déjà une particularité, Agapé est membre de l'Union pour l'enfance. Donc en fait, la formation accueille un pourcentage d'étudiants en situation, de jeunes en situation de précarité. Et c'est vraiment ce qui fait les richesses des brigades de cuisine. C'est les équipes dans les cuisines, on dit des brigades. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a une mixité riche et il y a aussi vraiment un échange. Et les premières années sont aussi parrainées par les deuxièmes années. Et alors les résultats en termes d'emploi, puisque ça a une vocation professionnelle? Oui, c'est très intéressant. Tous les jeunes sont en emploi ou en formation. Et Agapé, en fait, assure un vrai suivi du début à la fin, donc en fait, jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi vraiment. Donc s'ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. Et c'est un dispositif qui est à la fois utile pour les jeunes, qui cherchent leur voie, innovant par le faire pour apprendre, et enfin... Learning by doing. Exactement, et sûrement, évidemment, solidaire. Merci beaucoup, Marie. Ces écoles de production et Agapé, on mange bien? Vous avez testé? Oui, on mange très bien, apparemment. Moi, je n'ai pas encore testé. Ah oui, c'est ça. Vous avez recueilli les témoignages. Très bons échos. C'est vrai? Super. Bon, alors si on est du côté d'Angers, Agapé, en règle générale, ces écoles de production, 43 en France, filière pas super connue. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans les grandes villes, donc on en parle rarement, mais c'est absolument génial. Merci beaucoup à toutes les deux. Eva, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour la plume de Swan, superbe initiative. Il faudra que vous reveniez, c'est bientôt les 20 ans quand même. Yes. Juillet 2023. Bon, voilà. Bon, peut-être qu'on se reverra avant, mais au moins juillet 2023, il faut qu'on reparle et qu'on souhaite un grand et bel anniversaire à la plume de Swan. Marie, on se revoit un petit peu avant pour continuer avec des cours particuliers. L'équipe aussi, on la revoit avant. Merci beaucoup à elle. On se revoit demain, toute l'équipe, puisque cette émission est quotidienne. Au maquillage, Laure Audemont, en régie, Marine Plantec qui a préparé l'émission et qui était assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. Et Louise Merlin pour le son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, évidemment, et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.